Voilà, donc nous allons parler de Paul Scarron, l'époux monstrueux de Madame de Maintenon. Voici le premier chagrin qu'elle me cause. Telles furent les paroles que prononça le roi lorsque on lui annonça la mort subite de son épouse, la reine Marie-Thérèse, le 30 juillet 1682. En fait, Louis XIV était plus attendri qu'affligé, car il ne porta jamais à son épouse un réel sentiment d'amour, et l'on sait par ailleurs qu'il collectionna les maîtresses et les favorites. Presque toutes les femmes lui avaient plu, dira Madame de Caylus, toutes excepté la sienne. Celle qui était alors la favorite en titre s'appelait Madame de Maintenon, et dès qu'elle eut salué la dépouille de la souveraine, elle voulut revenir chez elle. Mais M. de la Rochefoucauld la prit par le bras et la poussa chez le roi en lui disant « Ce n'est pas le temps de quitter le roi, il a besoin de vous ». Les morts étaient vite oubliés à Versailles. Et oui, et 2 jours après, le roi plaisantait sur la mine affligée de Madame de Maintenon. Quant au dauphin, quand il s'affubla d'un grand manteau de deuil, le roi faillit s'étouffer de rire. Pauvre Marie-Thérèse, qui avait su accepter comme une épreuve du ciel les frasques amoureuses de son mari pendant plus de 20 ans, et que personne ne semblait vraiment regretter. Nul n'aurait pu alors soupçonner, toutefois, que sa disparition provoquerait un véritable bouleversement à Versailles. Le roi avait alors 45 ans, et déjà, toute la cour, Madame de Montespan en tête, disait « Il faut le remarier ». Toutefois, comme il était dans la pleine force de l'âge, ne risquait-il pas de mettre au monde des enfants qui, jaloux de la postérité du dauphin, troubleraient un jour l'État? Et dans cette hypothèse, n'allait-on pas revoir les anciens désordres? Madame de Maintenon offrait la seule issue possible et l'idée la plus folle, la plus incroyable, entrait soudain dans l'ordre logique des choses. Pourtant, comment croire que Louis XIV, le roi Soleil, pourrait s'amouracher de la veuve d'un cul-de-jatte, d'une femme qui vêtut presque de la charité publique? L'idée n'était pas aussi folle qu'on le pensait, puisque le mariage fut célébré 1 an plus tard, en octobre, au grand désespoir de Louvois, qui, lorsque le roi lui annonça son mariage, s'était même jeté à ses pieds en pleurant et en le suppliant de considérer quelle atteinte Louis le Grand porterait à sa gloire en épousant la veuve Scarron. Peu après le mariage, qui resta secret, le roi discutait avec son fils, le grand dauphin, qui se montrait fort inquiet de l'état dans lequel se trouvait le royaume et des multiples revers subis par la couronne. Louis le rassura aussitôt. « Ne craignez rien, mon fils, nous maintiendrons notre couronne. »« Oui, sire, » répondit sournoisement le dauphin, « maintenons-la. » Maintenons-la. Ce jeu de mots n'échappa nullement au roi, qui savait son fils très soupçonneux envers Françoise, qu'il accusait d'avoir trop d'influence. Cependant, il préféra ne pas répliquer pour éviter toute flatterie, et, laissant l'insolence impunie, s'éloigna sans répondre et rejoignit son épouse. Contrairement à ce que pensait Louvois, le fait d'épouser la veuve Scarron ne nuira pas à sa gloire. Néanmoins, la pauvre Françoise dut endurer les plus blessants quolibets à cause de son premier époux. Pourtant, le dénommé Paul Scarron, personnage bien oublié aujourd'hui, était issu d'une famille de robes très ancienne, fortunée, et qui ne comptait pas moins de 8 conseillers au Parlement de Paris. 7e enfant, d'ailleurs, d'un conseiller au Parlement, à la Cour des comptes, et neveu d'un évêque, l'évêque de Grenoble, il n'eut pas cependant une enfance facile, car son père
après son remariage, l'abandonna à sa seconde femme, qui se conduisit comme une marâtre et qui, par la suite, n'eut de cesse de détourner sa part d'héritage. Il fut envoyé très tôt au collège, loin des siens, à Charleville, et il apprendra le latin et l'espagnol et affirmera son goût pour le roman picaresque. Il revient ensuite à Paris, où il mènera une existence joyeuse, fréquentant la meilleure société du Marais, où la vivacité de son esprit lui vaut d'être très courtisé. Il danse dans des ballets, joue du luth, peint assez bien, et c'est de surcroît un véritable boute-en-train dans toutes les réunions. Mais sa famille, le destinant à une carrière d'église, il entra dans les ordres en 1629 et il vivra au Mans de 1632 à 1640 dans l'entourage de l'évêque Charles de Beaumanoir. C'est en 1635 qu'il commencera à fréquenter les salons provinciaux. Cette année-là, le 27 novembre, naissait dans la conciergerie de la prison de Niort, où son père était incarcéré pour dette, la future Madame de Maintenon, Françoise d'Aubigné, petite fille d'Agrippa d'Aubigné, poète du parti huguenot, auteur des Tragiques et compagnon de Henri IV. Elle avait 5 ans à la mort de celui-ci. Constant d'Aubigné, son père, avait été déshérité après sa conversion au catholicisme. Et pendant qu'il purgeait sa peine de prison, Madame de Villette, la tante de Françoise, se chargea de l'éducation de l'enfant dans la religion protestante, bien qu'elle avait été baptisée selon le rite catholique. Et elle s'occupa également de ses 2 frères. Françoise vécut jusqu'à l'âge de 7 ans dans le petit château de Murcé, près de Niort. Ce fut pour elle une petite accalmie dans une enfance jusque-là bien difficile et éprouvante. La vie devenait aussi très difficile pour Paul Scarron à partir de 1638. Il avait quelques problèmes d'argent, mais surtout de santé. Son amie, Marie de Hautefort, lui conseille alors de revenir à Paris où il sera mieux soigné. En 1638, il fut atteint, en effet, par une terrible maladie qui finira par lui paralyser les jambes, la colonne et la nuque, et dont on sait aujourd'hui que ce fut une spondylarthrite ankylosante. Quelle fut l'origine de ce mal? On raconte qu'un jour, à l'occasion de l'une de ces mascarades qu'il aimait tant, il s'était vautré, le corps enduit de miel, dans un lit de plumes, et sans nul autre vêtement, s'était allé montrer à la foire. Comme il rentrait fort discrètement au logis, de très mauvais plaisants lui coururent sus, arrachèrent les plumes de ce singulier volatile, qui s'échappe, trouve un pont, l'enjambe et tombe dans le lit humide de roseaux. Un froid glaçant pénètre dans ses veines et met dans son sang le principe des maux qui l'accablèrent depuis. Telle est la version de La Baumelle, un conteur intarissable. Elle n'est peut-être que pure invention, mais je pense que nous pouvons accepter son récit comme, disons, une fable mythologique. Elle suffit à nous expliquer la triste métamorphose qui changea en larve rampante cet osé papillon. Scarron quitte donc le Mans pour la capitale. Mais à Paris, les ennuis ne se terminent pas pour lui. Sa santé ne s'améliore guère et les médecins semblent impuissants devant la progression du mal. Par ailleurs, le voici engagé dans un interminable procès que lui suscite sa belle-mère aussitôt après le décès de son père. Grâce à Marie de Hautefort, il parvient à obtenir une pension de 500 écus qui lui permet de mener, disons, un train de vie correct. Par ailleurs, il commence à vivre de sa plume et acclimate en France le burlesque, qui nous vient d'Italie et qui correspond fort bien à son tempérament de malade, voulant rire délibérément de ses souffrances de plus en plus insupportables.
le malheureux Scarron, à l'âge de 40 ans, n'est plus qu'un pauvre corps, tordu et perclus, immobilisé dans un cul de jatte, tel qu'il s'est dépeint lui-même avec une féroce et ironique minutie. Il n'est plus temps de rimailler. On m'a dit qu'il faut détaler. Moi qui suis dans un cul de jatte, qui ne remue ni pied ni patte, et qui n'ai jamais fait un pas, il faut aller jusqu'au trépas. Tordu dans la forme d'un Z, les genoux rentrés dans l'estomac, la tête penchée sur l'épaule droite qu'il ne pouvait redresser, les bras immobilisés jusqu'aux poignets, il ne se déplaçait qu'à l'aide d'un fauteuil roulant. Il prenait de fortes quantités d'opium, qui ne le soulageait pas, mais il n'était pas homme à se laisser abattre. Il commence donc à écrire ses premières œuvres à partir de 1643 et connaît aussitôt un certain succès avec son recueil de quelques vers burlesques qui est à l'origine d'une vogue immense. Son salon littéraire devient alors très à la mode. Il publiera ensuite Le Typhon en 1644, puis ses meilleures comédies, Jodelet ou Le Maître Valet en 1645, L'Héritier ridicule en 1650 et Le Virgile travesti, parodie de l'Énéide en 1653. Dans un grand nombre de ses poèmes transparaît sa propre souffrance et sa difficulté d'être, comme par exemple dans cette ode à la laideur. Vous faites voir des os quand vous riez, Hélène, dont les uns sont entiers et ne sont guère blancs, les autres des fragments noirs comme de l'ébène, et tous, entiers ou non, carriés et tremblants. Comme dans la gencive, ils ne tiennent qu'à peine, et que vous éclatez à vous rompre les flancs, non seulement la toux, mais votre seule haleine peut les mettre à vos pieds, déchaussés et sanglants. Ne vous mêlez donc plus du métier de rieuse, fréquentez les convois et devenez pleureuse. D'ainsi fidèle à vie, faites votre profit. Mais vous riez encore, et vous branlez la tête. Riez tout votre sou, riez, vilaine bête, pourvu que vous creviez de rire, il me suffit. Il stigmatise aussi souvent la pauvreté, dissimulée par orgueil, comme dans ce texte « Le raffiné ». Mes crocs aiguisés en pointe ressemblent à la queue de la tarasque, mon linge est aussi blanc qu'une nappe de cabaret, et mon pourpoint n'est pas plus vieux que les tapisseries de la couronne. S'imaginerait-on jamais, à voir ma pimpante dégaine, que la faim, logée dans mon ventre, y tire, la bourrelle, une corde qui m'étrangle comme un pendu? Ah, si de cette fenêtre où grésille une lumière était seulement tombée dans la corne de mon feutre une mauviette rôtie au lieu de cette fleur fanée! La place royale est ce soir au falot, claire comme une chapelle, gare à la litière, fraîche limonade, macarons de nappe, or ça, petit, que je goûte avec le doigt ta truite à la sauce. Drôle, il manque des épices dans ton poisson d'avril. Mais n'est-ce pas la Marion de l'Orme, au bras du duc de Longueville? 3 bichons la suivent en Japon. Elle a de beaux diamants dans les yeux, la jeune courtisane. Il a de beaux rubis sur le nez, le vieux courtisan. Et le raffiné se pavanait le poing sur sa hanche, coudoyant les promeneurs et souriant aux promeneuses. Il n'avait pas de quoi dîner, il acheta un bouquet de violettes. En 1644, à Niort, le père de Françoise est libéré de prison et le gouvernement l'envoie aussitôt aux Antilles pour se débarrasser de lui. Et il y partit avec toute sa famille. Dans les îles, la vie est spartiate et proche de la misère. Quand Françoise rentra en France avec sa mère en 1647, la famille d'Aubigné était dans un état de dénuement complet.
et la jeune fille fut de nouveau remise entre les mains de Madame de Villette, où elle retrouvera un véritable foyer après tant de détresse et beaucoup d'affection. Mais très vite, la question se pose de savoir quelle éducation religieuse on allait bien pouvoir donner à cette petite catholique dans cette famille protestante. C'est alors que Madame de Neuillan, parente éloignée des Aubigné et catholique zélée, intervient auprès de la reine Anne d'Autriche pour que la garde de l'enfant lui soit expressément confiée. Au château de Neuillan, Françoise ne connut pas la même atmosphère de tendresse que chez les Villette. Madame de Neuillan était sévère, distante et regardait à la dépense. Et au fil des années, elle trouva sa charge d'éducatrice trop lourde et mit Françoise en pension chez les Ursulines de Niort. Après la mort de sa mère, Françoise quitte les Ursulines. C'est alors une très jolie jeune fille, à la taille élancée, au visage ovale, encadré par des cheveux châtains. Le teint est pâle, les cils très longs et les sourcils noirs, les yeux d'un brun très foncé, fondus en amande, brillants et doux. Elle montre beaucoup de grâce et de distinction, et, ce qui ne gâtait rien, une grande intelligence. Aubignette, comme on l'appellera familièrement, est aimable, attentionnée et sage. Mais Madame de Neuillan semble pourtant la prendre en grippe. Elle la considère de plus en plus comme sa suivante, qui est à son service et à celui de ses filles. Après tout, ne faut-il pas qu'elle donne un peu d'elle-même en contrepartie du gîte et du couvert qu'on lui offre gracieusement? Comment ne pas penser à l'infortuné Cendrillon du conte de fées de notre enfance? On peut remarquer aussi les étonnantes similitudes entre l'enfance de Françoise d'Aubigné et celle de Paul Scarron. Un jour, Françoise accompagne Madame de Neuillan qui se rend à Paris pour le mariage de sa fille aînée et loge, comme à son habitude lorsqu'elle se rend dans la capitale, chez un parent, le baron de Saint-Hermand, qui connaît Scarron par un ami commun, Esprit Cabard de Villermont, lequel partage avec le poète un hôtel non loin du Luxembourg. C'est ainsi que la châtelaine de Neuillan allait pénétrer, toujours accompagnée de Françoise, dans le salon littéraire de Scarron, où les beaux esprits, les gens de cour, les dames de haut lignage se retrouvaient dans une atmosphère assez bohème, avec des écrivains et des amuseurs de ce temps. Françoise fut-elle affligée à la difformité du poète bouffon, même si elle avait été prévenue, ou bien fut-elle gênée de se trouver dans une société élégante, reçue dans la chambre de damas jaune où l'écrivain rassemblait ses fidèles, alors qu'elle n'était vêtue que d'une méchante robe de serge qui découvrait ses chevilles et la faisait ressembler à une petite fille gauche? On l'ignore. Quant à Scarron, fut-il séduit par la jeune fille de 16 ans, un peu surprise de se trouver là? Comment ne l'aurait-il pas été? On peut même dire que ces mouvements de cœur qu'il comprimait depuis que sa terrible maladie en avait fait un pauvre infirme, il ne parvenait pas cette fois à les étouffer complètement. Mais ce qu'il remarqua d'abord, après la beauté, l'air de douce mélancolie et l'intelligence de Françoise, c'est son évidente pauvreté et l'emprise qu'exerçait sur elle Madame de Neuillan. Il ne se passa rien de particulier ce jour-là entre Scarron et celle qui deviendrait un jour son épouse. Madame de Neuillan repartit pour le Poitou et emmena Françoise. Il semblerait que la jeune fille ait alors séjourné à Niort et qu'elle ait reçu des leçons du chevalier de Méré, arbitre en matière de belles manières et de beau langage, qui lui fit d'ailleurs une cour empressée. Françoise, après avoir mené, semble-t-il, une existence solitaire pendant quelque temps, retombera sous la coupe et à la charge de Madame de Neuillan, et Tallement des Réaux nous dit que, quoique sa parente, elle l'a laissée toute nue par avarice. La jeune fille entretient alors une correspondance assidue
avec la fille du baron de Saint-Hermand, qui a le même âge qu'elle. Hasard ou machination, il semblerait que Scarron vit certaines de ces lettres et en fut enchanté. La précipitation avec laquelle Madame de Neuillan ramena Françoise à Paris et chez Scarron peut paraître suspecte. Madame de Neuillan semblait vouloir, depuis quelque temps, caser au plus vite Françoise. Quant à Françoise, elle aspirait à la liberté, et douée de grâce et de charme, elle était prête, vraisemblablement, malgré la sévérité et les épreuves de son enfance, à s'épanouir pour peu qu'elle eût rencontré le prince charmant. En fait de prince charmant, c'est donc dans les bras de ce pauvre Scarron, déformé par un mal incurable, et qui, à 42 ans, en paraissait plus de 60, qu'on semblait bien vouloir la précipiter. On, c'est bien entendu Madame de Neuillan, à qui importait peu le physique et l'âge du poète, si pressée qu'elle était de ne plus avoir la jeune fille à sa charge. Poussée par Madame de Neuillan, Françoise fit plusieurs visites à Scarron, dont l'aspect lui inspirait de la pitié, mais elle fut bientôt enchantée par sa conversation et par l'agrément de son esprit, si bien qu'il fit un peu de temps une grande impression dans son cœur, au point qu'elle en arriva à oublier son apparence physique. Elle fut aussi très touchée de l'intérêt qu'il lui portait, et l'interrogeait notamment sur son séjour aux îles, car lui, pauvre estropié, qui recevait ou se faisait transporter à la cour sur un brancard, nourrissait le projet utopique d'entreprendre un voyage dans le Nouveau Monde, son ami de Villermont lui ayant parlé d'une cure miraculeuse qu'on pouvait suivre dans ces pays. Elle en arriva à se confier à lui, évoquant sa pauvreté, un défaut qui, en ces temps, était presque un crime, ainsi que la dureté de sa parente à son égard, même si elle lui trouvait des excuses au nom de la charité chrétienne. Il constata donc qu'elle était aussi pieuse que pauvre. Une quinzaine de jours se passèrent après cette rencontre, et Scarron commençait à s'inquiéter de ne plus recevoir sa visite. Et puis, elle réapparut à sa grande satisfaction. « Comme je suis heureux que vous passiez me voir !» lui dit-il avec un sourire bienveillant. Il avait réussi à se soulever de sa chaise, non sans difficulté, pour accueillir la jeune fille dont la mine était défaite et les yeux rougis. « Monsieur, » lui dit la visiteuse, la gorge nouée par l'émotion, « je ne sais comment vous remercier pour tous vos bons offices. » Scarron lui avait fait parvenir discrètement de l'argent, afin qu'elle puisse entrer dans les ordres. Mais elle aspirait à se défaire, si elle aspirait à se défaire de l'emprise étouffante de Madame de Neuillan, il faut bien le dire, elle n'avait aucune envie de s'enterrer vivante entre les quatre murs d'un cloître. « Oh, laissez cela, madame, reprit Scarron. Je n'ignore pas dans quelle situation indigne de vous contraint votre tante. Hélas, je dois vous avouer, monsieur, que j'ai le sentiment que je suis une charge très lourde pour elle, et je m'en veux de lui causer tant de tourments. » Scarron, en soupirant, se laissa retomber sur son siège, où le rejoignit aussitôt un petit singe capucin au pelage gris tirant sur le vert. L'animal facétieux, que Scarron avait baptisé Jodelet, du nom du héros de sa comédie, se mit à jouer avec un long collier que le poète portait autour du cou. Il affectait d'en détailler chaque perle comme un joaillier sourcilleux. Françoise se dérida un peu à le voir faire, puis son rictus se déforma et elle fondit en larmes. Scarron en fut tout retourné et s'écria en joignant les mains. « Je vous en supplie, madame, ne pleurez pas, vous me rendriez trop malheureux. » Elle se reprit aussitôt. « Oh, pardon, monsieur, pardon de vous imposer ce lamentable spectacle. » Scarron se rendit bien compte alors que la perspective du couvent n'était pour elle guère plus réjouissante que sa situation actuelle. Il tenta alors de la rassurer.
Madame, permettez-moi de vous le dire, vous êtes fort belle et vous avez beaucoup d'attrait, d'esprit. Il existe une autre alternative, si vous me permettez de l'évoquer. » Il commença alors à lui parler de mariage. Il le fit certainement en s'entourant de beaucoup de précautions, encouragé par la détresse de la demoiselle et son peu d'enthousiasme pour entrer dans les ordres, malgré sa grande piété. À ce moment-là, le ciel, jusqu'alors d'un bleu limpide, se couvrit de gros nuages noirs et une pluie drue commença à tomber. Étienne, le domestique, vint alors fermer la fenêtre qui était grande ouverte et tira les rideaux. Soudain, un coup de tonnerre retentit. Le singe, effrayé, voulut se sauver, mais le collier dont il s'était paré le retint. Alors, le petit animal, de plus en plus affolé, tira sur le fil et le cassa. Les perles tombant en pluie, comme à l'unisson du temps, allèrent rouler dans la pièce. « Mon Dieu !» lâcha Françoise, et aussitôt elle s'agenouilla pour récupérer les joyaux qui s'étaient glissés dans les coins, sous les meubles, et même entre certaines lames du vieux parquet. Scarron tenta de la retenir. « Laissez, madame, je vous prie, ce collier n'a pas une très grande valeur, et Étienne se chargera de récupérer les perles. » Françoise se releva alors et entendit au poète toute une poignée avec précaution. « Gardez-les, lui dit-il, elles vous seront plus utiles qu'à moi. » Un certain temps s'écoula après cette visite. Puis, la belle indienne, comme on l'appellera plus tard dans les salons de Scarron, à cause de son séjour dans les îles, revint. Et on la vit de plus en plus auprès du fauteuil à roulettes, dans les longs bras duquel se blottissait le petit Scarron, l'œil étincelant de malice, toujours riant, raillant, complimentant, souffrant et se grattant avec une petite baguette pour tenter d'apaiser ses incessantes démangeaisons. En avril 1652, peut-être sous l'influence de Françoise, Scarron délaissa ses triolets badins et fit représenter au théâtre du Marais une pièce sérieuse, dont Jaffé d'Arménie. Ménage et Segré en firent un succès. Le soir, après la représentation, Scarron, accompagné de Françoise, entendait des rumeurs flatteuses. Une foule de petits scribes enthousiastes faisait cortège aux amis qui venaient féliciter le paralytique, sans doute autant pour la beauté de sa jeune compagne que pour sa pièce. Il y avait autour du bouffon à la mode comme une effervescence de popularité. Le public, la canaille, comme disaient les grands, aimait bien son Scarron. C'était le nain, le fou qui jette de l'esprit et de la drôlerie, avec les dames, avec des drames qui font pleurer le monde. Et puis de surcroît, il avait à ses côtés l'énigmatique Françoise, qui séduisait par sa réserve aimable et qui était si attentionnée et douce avec le poète. On devait plus tard lui prêter ce mot: « J'ai mieux aimé l'épouser qu'un couvent. » Et le mariage, oui, le mariage se fit entre la petite orpheline sans fortune et sans dot et le poète au physique monstrueux, mais qui ne manquait pas de cœur. Un mariage qui peut sembler scabreux, mais qui n'avait rien d'exceptionnel au XVIIe siècle et qui fut célébré en mai 1652, un mariage joyeux et pour lequel Scarron mit le paquet, offrant aux convives un spectacle coloré et superbe avec des musiciens, des chanteurs, des jongleurs, des acrobates, des chiens savants et les cabrioles époustouflantes du petit singe Jodelet. Quand Scarron et Françoise se présentèrent pour se marier, le prêtre leur dit, en regardant le poète: « Pouvez-vous exercer mariage ?» Scarron répondit alors d'un ton faussement outré: « C'est l'affaire de madame et de moi. » Puis, devant la mine déconfite du prêtre, il éclata de rire. Le repas de noces fut également à la hauteur de l'événement. Scarron aimait bien boire et surtout bien manger, comme il le démontre dans sa chanson À manger. « Quand j'ai bien faim et que je mange et que j'ai bien de quoi choisir,
Je ressens autant de plaisir qu'en grattant ce qui me démange. Cher ami, tu m'es fait songer, chacun fait des chansons à boire, et moi, qui n'ai plus rien de bon que la mâchoire, je n'en veux faire qu'à manger. Outre ses talents de cuisinière, elle excellait en effet dans la confection des pâtés. Françoise apporta au poète, selon ses dires, 2 grands yeux fort mutins, un très beau corsage, une paire de belles mains et beaucoup d'esprit. Néanmoins, à l'annonce du mariage de Scarron, la reine Anne s'écria « Une femme ? Oh, c'est le meuble le plus inutile de sa maison !» Lui-même rappellera souvent indirectement ses souffrances à travers ses poèmes, comme on l'a vu précédemment, ou plus directement dans sa propre épitaphe, devenue célèbre et qu'il écrivit l'année même de son mariage. Celui qui si maintenant dort fit plus de pitié que d'envie, et souffrit 1000 fois la mort, avant que de perdre la vie. Passant, ne fais ici de bruit, garde bien que tu ne l'éveilles, car voici la première nuit que le pauvre Scarron sommeille. Peu de temps après son mariage, au plus fort de la fronde, Scarron prit des dispositions pour l'organisation de sa nouvelle vie. Tout d'abord, il garde ses distances avec la politique. Et il avait été le pamphlétaire des frondeurs et n'avait pas ménagé le cardinal de Mazarin dans sa fameuse Mazarinade. Dans ce pamphlet virulent, il énumérait les talents que possédait le cardinal, écrivant notamment « Il sait fort bien parfumer les éventails, faire des savonnettes et des pastilles pour corriger les défauts de ces mauvaises odeurs, composer des pâtes et des eaux luxurieuses. Il a fait de très utiles commentaires sur les jeux de piquet, du hoc et du 30 et 40. Il sait l'art de bien escamoter un dé et de piper adroitement une carte. Enfin, si les rois ne devaient régner que chez la Blondeau, il serait le digne surintendant de leur éducation. » Il faut préciser que celle que l'on appelait la Blondeau tenait une maison de jeu très en vogue, place Royale. Scarron jugea donc plus prudent, dans un premier temps, de quitter Paris et d'aller passer l'été avec son épouse sur ses terres de Touraine. Il revint dans la capitale en octobre, car il aimait trop Paris et ne supportait pas d'en être longtemps éloigné. Paris qu'il décrivit pourtant sans complaisance dans l'un de ses poèmes. Un amas confus de maisons, des crottes dans toutes les rues, ponts, églises, palais, prisons, boutiques, bien ou mal pourvus, force gens noirs, blancs, roux, grisons, des prudes, des filles perdues, des meurtres et des trahisons, des gens de plume aux mains crochues, main poudrée qui n'a pas d'argent, main filou qui craint le sergent, main fanfaron qui toujours tremble, pages, laquais, voleurs de nuit, carrosses, chevaux et grand bruit, voilà Paris que vous ensemble. Ce retour à Paris, au dire de ses amis, était prématuré, et non sans danger pour lui, mais il sut se faire très discret et préférait encourir les foudres du cardinal plutôt que de devoir s'éloigner de nouveau de la capitale. Il s'installa donc dans le quartier du Marais, et après plus d'une année de recherche, trouva enfin un hôtel particulier, rue Neuve-Saint-Louis, où il aménagea en février 1654. À Françoise, il réserva le premier étage, où elle occupa une grande chambre ornée de tapisseries, de peintures, de glaces et de beaux meubles. La salle de réception était au second étage, où l'on trouvait encore 2 bibliothèques et la chambre du poète. Les amis de la cour remplaçaient les frondeurs les plus compromis. Il ouvrit un nouveau salon qui se voulut surtout mondain et littéraire, et surtout pas politique. Très vite, il sera couru par tous les familiers du Louvre, surtout grâce à son mariage, ce qui fit de lui une nouvelle fable de Paris. On y rencontrait le duc de Vivonne, le duc de Sully, le chevalier Méré, les maréchaux d'Aumont et d'Albret, qui se livrèrent à une cour assidue auprès de Françoise, des écrivains en vogue, Saint-Amand, Saint-Aignan, le grammairien Ménage, et plus rarement Chapelain, le poète officiel de la cour,
et le peintre Mignard, qui était l'un de ses meilleurs amis. Quant aux jolies femmes, elles avaient pour nom la comtesse de la Suze, la présidente Tambonneau, la sensuelle Ninon de l'Enclos, la marquise de Sévigné, en deuil de son jeune mari, mademoiselle de Scudéry, la géographe mystique de l'amour, ou encore la marquise de Villarceau, pour n'en citer que quelques-unes parmi les meilleures amies de Françoise. Si Scarron se rendit maître de la conversation dans son salon et dans tous les lieux où il se faisait transporter, il continuait aussi à écrire. Il commença à rédiger un roman, le roman comique, écrit dans un style satirique, direct et simple, à l'opposé des romans sentimentaux et littéraires à la mode de ce temps, et mélangeant avec bonheur burlesque, romanesque et réalisme, préfigurant le style héroïque comique qu'adopteront bientôt Boileau dans Le Lutrin ou La Fontaine dans ses fables. Le roman comique est considéré comme son chef-d'œuvre et il inspirera Théophile Gautier pour son Capitaine Fracasse, une parodie joyeuse du roman comique de Scarron. Il est composé de 3 parties. La dernière ne verra pas le jour à cause de la mort du poète. Le succès du roman comique sera considérable. Alors, il faut préciser tout de même que l'adjectif comique est à prendre au sens propre que le XVIIe siècle lui donne, à savoir que le roman comique est le roman des comédiens. Une troupe itinérante, comme il en existait beaucoup en ce temps-là, je pense notamment à la plus célèbre, celle de Molière, l'illustre théâtre, arrive au Mans vers 1650 et y connaît les petites misères et les difficultés inhérentes à la profession, aggravées et égayées tout à la fois par des figures provinciales typiques comme le grotesque Ragotin ou l'inquiétant La Rapinière. Mais 2 acteurs attirent toute la sympathie des lecteurs dans ce roman. Ce sont le destin et l'étoile qui sont menacés dès les premières pages dans leur bonheur et leur vie. Les dangers qu'ils courent sont mystérieux et ne se dévoileront que peu à peu. Les aventures qu'ils traversent, enlèvements, poursuites, retrouvailles, rencontres inespérées, sont évidemment tirés du fond commun des novellas, romans et tragicomédies de l'époque. Mais la simplicité et la clarté du style de Scarron font du roman comique un modèle du genre, le modèle d'une prose vivante, concrète, claire et amusante, qui ne s'embarrasse pas de recherche d'élégance exagérée, mais qui est admirablement narrative. Scarron écrira également d'autres comédies, L'écolier de Salamanque en 1654, La fausse apparence en 1657, Le prince corsaire en 1658. Presque toutes ces pièces, que l'on commence à redécouvrir un peu aujourd'hui, presque toutes ces pièces sont imitées de modèles espagnols, notamment Tirso de Molina et de Francisco de Rojas. Le couple improbable Scarron-Françoise d'Aubigné fonctionnait à la perfection, à la surprise générale. Dès que Françoise devint Madame Scarron, le poète radieux et ravi de la chance qu'il avait, belle revanche en quelque sorte contre le mal qui le rongeait, lui dit avec émotion : « Vous fîtes mon bonheur, je veux faire le vôtre. » Et pour cela, il va s'efforcer de lui apprendre le monde et de lui communiquer sa longue expérience. Comme il avait une parfaite connaissance des langues, il lui apprit l'italien, l'espagnol et le latin. Il lui montra les règles de la versification. Elle acquit un style qui se dévoila peu à peu dans sa correspondance. Napoléon, un connaisseur en la matière, déclara un jour à Sainte-Hélène : « Son style, sa grâce, la pureté de son langage me ravissent. Je crois que je préfère les lettres de Madame de Maintenon à celles de Madame de Sévigné. Elles disent plus de choses. » Et cela
Et cela elle le dut entièrement à son mari, qui par ailleurs l'associait à ses œuvres, dont il lui donnait la primeur, sollicitant ses critiques et ses corrections. On peut dire que Scarron fut le détonateur intellectuel de Françoise. Dans la société élégante et souvent libertine qui évoluait dans le salon du poète, la belle indienne sut trouver sa place. Avec un maître tel que son époux, elle apprit très vite l'art de la conversation. Elle n'était pas une personne guindée et ne craignait pas les franches manifestations de bonne humeur. Mais quelquefois, les amis de son mari dépassaient légèrement ce qu'elle pouvait admettre. Et quand leurs propos devenaient trop lestes, elle se retirait discrètement dans sa chambre. Le reste du temps, elle sortait rarement de chez elle, préférant rester auprès de son mari, dont elle était la garde-malade. Celui-ci, ayant généralement dépensé toute son énergie pour briller au milieu de ses amis, une fois le tumulte des réunions apaisé, il se retrouvait seul et abattu face à son épouse. Mais elle savait toujours trouver les mots pour le réconforter. Alors, il lui redisait son immense amour, l'immense amour qu'il lui portait. Jamais l'amour, ma tendre amie, dans le cœur des humains, n'alluma plus de flamme. Mais il était aussi conscient du sacrifice qu'il lui imposait. Et quelquefois, il lui avouait sa crainte qu'elle finisse par se lasser et qu'elle l'abandonne, ce qui soulevait aussitôt son indignation. « Moi, Paul, que je vous abandonne, vous m'affligeriez si vous croyiez vraiment que j'en serais capable. Nous sommes unis devant Dieu et devant les hommes. » Pourtant, le moins que l'on puisse dire est que la beauté de Madame Scarron ne laissait pas insensibles les messieurs. Mais, selon Madame de Caylus, sa nièce, elle imprima, par ses manières honnêtes et modestes, tant de respect qu'aucun des jeunes gens qui fréquentaient la maison n'osa jamais prononcer devant elle une parole à double entente, et qu'un de ces jeunes gens dit « S'il fallait prendre des libertés avec la reine ou avec Madame Scarron, je ne balancerai pas, j'en prendrai plutôt avec la reine. » Ninon de l'Enclos dira plus tard « Madame de Maintenon, dans sa jeunesse, était vertueuse par faiblesse d'esprit. J'aurais voulu l'en guérir, mais elle craignait trop Dieu. » En fait, Françoise, qui était, comme nous l'avons déjà souligné, très intelligente, comprenait parfaitement quel scandale la moindre infidélité à son époux eût provoqué dans une société bavarde et malveillante. Il est bien évident que si, à son mariage singulier, s'était ajoutée une vie qui prêta un tant soit peu à la médisance, elle en eût subi les plus graves dommages bien avant d'entrer dans l'au-delà. La comédie finie, le monde parti, les carrosses disparus, le couple insolite, la belle et la bête, se retrouvaient dans un tête-à-tête fabuleux. Un jour, Scarron, qui riait toujours comme pour exorciser son mal, la prit à part et avec un ton sérieux, qui ne lui était pas habituel et l'étonna, il lui confia. « Je ne vous l'ai jamais dit, Françoise, mais en dépit de l'assurance que j'affecte devant le monde, je redoute la mort. Et il y a quelques jours, je me suis senti si mal que je me suis cru perdu, et je le crois encore. » Ce fut le début d'une conversation qui surprit Étienne, le valet, qui la rapportera plusieurs années plus tard avec des larmes dans la voix. « Vous n'êtes point perdu, monsieur, puisque je vis avec vous, et tant que je vivrai, avec l'aide de Dieu, ensemble nous lutterons, ensemble nous avancerons. Ma tendre amie, vos paroles me réconfortent. Vous êtes si bonne et si attentionnée à mon égard. Je n'accomplis que mon devoir. Allons, mon ami, reprenez vos esprits et remettez-vous bien vite à votre roman comique. Je vous obéis, ma tendre amie. Je ne le vous dirai jamais assez.
Vous êtes un cadeau que Dieu me fit dans sa grande bonté. » Scarron aima Françoise. C'est incontestable. Et pas seulement par reconnaissance. Il l'aima avec son esprit et son cœur. Les historiens se sont interrogés sur ce qu'avaient été, bien entendu, leurs relations charnelles, si elles existaient. Mais comme l'un et l'autre furent fort discrets sur ce chapitre, nous en sommes réduits à des conjectures. Ce devait être aussi le cas des contemporains et de ceux qui tentaient sans grand espoir de faire la cour à Madame Scarron. On sait que celle-ci écrivit plus tard à son frère « Vous savez que je n'ai jamais été mariée ». Et l'on prêta par ailleurs à Scarron, au moment de leurs noces, ce mot « Je ne lui ferai pas de sottise, mais je lui en apprendrai beaucoup ». Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant quand on sait qu'il se dénommait lui-même le plus grand cochon de la terre. Françoise était mariée depuis 8 ans, donc 8 ans que leur relation se poursuivait sans problème. Un bref séjour chez la sœur de Scarron, pendant l'été 1659, dans le joli village de Fontenay-aux-Roses, vint interrompre la marche régulière de la vie. Au cours de celui-ci, comme il avait remarqué, épinglé sur un mur, une carte du Tondre, il traça en vis-à-vis la carte de l'Empire goguenard et de la République de Rabat-Joie. Le ménage bénéficiait alors de la faveur du surintendant Fouquet, dont l'épouse fréquentait le salon de Scarron. Le surintendant Fouquet, dont je vous ai parlé déjà dans les conférences précédentes, et qui était donc une personnalité très importante de l'époque. Et l'épouse donc fréquentait le salon de Scarron, et il recevait souvent Françoise chez elle à Saint-Mandé. Fouquet servait sur ses propres deniers une pension aux poètes dont il admirait les poèmes sulfureux. À son retour à Paris, le mal de Scarron sembla s'aggraver, et l'année se termina dans une apothéose de douleur pour le malheureux. Mais il n'en continuait pas moins à écrire, ou plutôt il dictait à Françoise son roman comique. Madame Scarron tenait la plume, puis, près du fauteuil du malade, elle faisait pendant de longues heures tourner son rouet sous le regard admiratif et reconnaissant du pauvre Scarron. Un matin d'août 1660, malgré la chaleur écrasante, un tronc entier, couché sur un lit de braise incandescente, flambait dans la cheminée de Scarron. Assis dans son fauteuil de velours rouge, non loin du feu éclatant et chauffant son visage, Scarron, une couverture en fourrure sur le dos, jetait dans l'âtre, d'un geste désabusé, toutes sortes de papiers qui l'extirpaient d'un maroquin violet. « Que faites-vous, monsieur ?» lui dit Françoise qui venait d'entrer dans la pièce. « Je brûle toutes les ordonnances prescrites par ces ânes de médecins, énumérant ces médicaments inefficaces et inutiles. Je vais ensuite jeter au feu toutes ces fioles, pilules et autres onguents dont je n'ai que faire. J'ai décidé de ne prendre plus un seul remède et que la volonté de Dieu se fasse. » C'était l'époque où le jeune Louis XIV faisait son entrée dans la capitale avec l'infante d'Espagne qu'il venait d'épouser à Saint-Jean-de-Luz. 2 jours plus tard, Scarron confia à son ami Segré « Je mourrai bientôt. Je le sens bien. Le seul regret que j'aurai en mourant, c'est de ne pas laisser de bien à ma femme qui a infiniment de mérite et de qui j'ai tous les sujets imaginables de me louer. » Le poète, à bout de force, remplit ses devoirs religieux et aborda la mort avec crânerie. Il avait été le prince des poètes burlesques. On ne put empêcher les camelots de vendre ici et là des poèmes d'un goût douteux. Ne disait-il pas à ses amis « Ah, vous pleurez, mes enfants, ah, je ne vous ferai jamais autant pleurer que je vous ai fait rire. » Il mourut dans la nuit
du 6 au 7 octobre 1660, avec, à ses côtés, sincèrement affligée, celle dont il n'avait cessé de vanter les mérites et qui allait devenir veuve à seulement 25 ans, sans avoir été vraiment mariée. Scarron était un homme bon et généreux, et un auteur sarcastique à la plume talentueuse, qui mérite, selon moi, d'être redécouvert. Et les larmes de son épouse, lors des obsèques de son époux, n'étaient pas feintes. Pourtant, il faut bien le dire, il ne lui laissa que des dettes, et elle dut très vite quitter l'hôtel de la rue Neuve-Saint-Louis et vendre le mobilier et jusqu'à son portrait peint par Mignard pour pouvoir dédommager les créanciers. Après avoir été une épouse exemplaire, Françoise allait être une veuve exemplaire, repoussant toutes les avances et restant fidèle à feu son mari. Elle va vivre alors dans le plus grand dénuement, mais en conservant toute sa dignité. Sa foi lui apporta toutefois un grand réconfort, de même que la présence de mademoiselle de Villette, pour laquelle elle conservera toujours une grande affection, et aussi celle de son confesseur, le truculent abbé Gobelin. Ses amis aussi ne l'abandonnèrent pas, lui offrant à tour de rôle l'hospitalité et sollicitant l'intervention d'une grande dame de la cour qui allait jouer un rôle déterminant dans sa destinée, Madame de Montespan. Celle-ci obtint du roi le rétablissement de la pension obtenue autrefois par Scarron. C'est grâce à ses amis fidèles et à la faveur nouvelle de Madame de Montespan que Madame Scarron, toujours vêtue de deuil, bien que 8 ans s'étaient écoulés depuis la mort de son mari, figurera en juillet 1668 au nombre des dames invitées à la cour à l'occasion des fêtes qui se donnaient alors à Versailles pour célébrer la paix d'Aix-la-Chapelle. Elle put ainsi assister aux représentations de Georges Dandin, aux ballets, aux feux d'artifice et aux illuminations, et elle fut même conviée au souper offert par le roi dans le parc où elle retrouva Madame de Montespan et Mademoiselle de Scudéry. Et c'est alors, mesdames, messieurs, que le roi remarquera la veuve Scarron, à qui il confiera l'année suivante la fonction de gouvernante des 7 enfants qu'il eut avec Madame de Montespan. Vous vous en souvenez, pour ceux qui ont assisté à la conférence précédente. Louis XIV eut 16 enfants reconnus durant son règne, un record. La veuve Scarron, comme on l'appelait, non sans ironie, allait ainsi devenir une grande dame de France dont l'influence sur le roi grandira au fil des ans. Cela ne se fit pas sans difficulté, je vous le dis tout de suite, car elle sera souvent raillée et même caricaturée un jour sous les traits d'un moine qui s'écrie « Je dois sans contredit être jointe à la Ligue, j'ai bâti des couvents et Saint-Cyr en fait foi. De veuve Scarron, je suis femme d'un roi, et si j'ai réussi, c'est par ma seule intrigue. » C'est pour la remercier des services qu'elle avait rendus en veillant à l'éducation de ses enfants que Louis XIV la fit marquise et lui offrit le château de Maintenon, dans l'Eure, en décembre 1674. Et quelques jours plus tard, au début de la nouvelle année 1675, il la nomma, en présence de tous les courtisans, Madame de Maintenon. Elle entrait ainsi avec ce nom par la grande porte dans l'histoire. L'enrhumée, comme l'appelait Madame de Sévigné, car elle souffrait continuellement de maux de gorge et de rhume chronique, est devenue l'âme de cette cour. Le roi a découvert un pays tout nouveau, l'amitié sans contrainte et sans chicane. Il en paraît charmé. Madame de Maintenon était devenue Madame de Maintenon, pour reprendre à nouveau une formule de Madame de Sévigné. Le roi et la marquise de Maintenon vivront ensemble pendant 32 ans.
liés par un amour sincère et profond. Au cours de ces années, sous l'influence de Françoise, Louis rachètera ses fautes et sa vie dissolue. Il ne batifolera plus désormais, et celle que ses adversaires appelaient en ricanant le vieux cul béni, aidera le roi déclinant à franchir, autant que faire se peut, les dernières années de son règne, le plus long de l'histoire de France, 54 ans, les déconvenues politiques, les maladies et les nombreux décès dans sa famille qui l'affecteront profondément. Quant au premier époux de la marquise, l'infortuné Scarron, pendant toutes ces années, il tomba dans l'oubli, ne réapparaissant que dans les propos médisants de gens qui voulaient lui nuire, qui voulaient nuire à Françoise et l'humilier. Le roi Soleil s'éteignit en juillet 1715. Françoise n'eut pas le droit de se recueillir à son chevet et quitta aussitôt Versailles. Quand elle passa en voiture, le soir même, sous la fenêtre de sa chambre, auréolée d'une lumière lugubre, elle confia à sa suivante, avec un léger sourire triste, « Et jusqu'à la fin, il m'a honoré. » Il avait 77 ans, elle 80. Elle se retira dans sa fondation de Saint-Cyr et n'en sortira plus, se consacrant entièrement à ses nombreuses œuvres de piété et à la prière. La prière pour l'âme du roi, mais aussi sans doute pour celle de son premier époux, qui lui apprit le monde et l'introduisit dans la meilleure société de la capitale. Elle mourut paisiblement 4 ans après le roi et presque 60 ans après Paul Scarron, auquel elle avait apporté son affection, ses 2 grands yeux fort mutins et son très beau corsage. Je vous remercie.